Les chemins de la gloire sont une présentation de Toyota. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre émission de notre série Les chemins de la gloire. Au cours des prochaines semaines, l'attention du monde entier sera tournée vers la Norvège pour la présentation des Jeux olympiques d'hiver. Les Olympiques sont un peu synonymes d'harmonie. Tous les pays s'unissent pour compétitionner dans un bon esprit sportif. Mais en plus d'unir tous les pays, les Olympiques également unissent les gens à l'intérieur d'un même pays. Au cours des prochaines semaines, nous suivrons de près justement la performance de nos athlètes canadiens à ces Jeux. Cette semaine, à notre émission, nous vous présentons l'historique des Jeux olympiques, à partir des tout débuts dans la ville d'Olympie, à leur renaissance en 1896 grâce à Pierre de Coubertin, à aujourd'hui, avec les plus grandes performances et les athlètes qui ont marqué justement les Jeux olympiques. Bonne émission. Personne ne peut décrire le plaisir provenant des Jeux olympiques. Les prouesses et l'endurance des athlètes, la beauté de leur corps, leur dextérité, leur habileté, leur force, leur courage et leur ténacité. Vous ne pouvez pas arrêter de les applaudir. Si l'homme se réjouit par la dépense et le travail dur, qu'il utilise le don de Dieu, la gloire qu'il désire est sa destinée, et il sera honoré par les dieux. Avant l'arrivée du christianisme à Tara, un endroit sacré d'Irlande, se tenaient annuellement des jeux qui célébraient la vie celtique. On retrouve aujourd'hui des registres qui racontent les exploits des athlètes il y a près de 4000 ans. Dans les îles Pacifiques d'Hawaï, une collection de roches à Molokai raconte une histoire similaire. Ici, les gens de cet archipel se réunissaient pour célébrer le sport. Dans certains coins du monde, ces anciens festivals existent toujours. La réunion de Naadam en Mongolie, les Jeux Gotlandiques en Scandinavie, des festivals chinois et des concours entre tribus en Afrique et en Écosse. Mais il y a un festival qui a laissé un héritage plus important que tout autre. Le festival en l'honneur du dieu Zeus à l'Olympie.
première épreuve des Olympiques fut une course à pied 776 ans avant Jésus-Christ. À tous les 4 ans, les jeunes Grecs se réunissaient dans ces petits bois sacrés pour participer à une compétition en l'honneur de Zeus. La guerre était interdite pendant les Jeux. Rien ne devait interrompre le sport. Ces Jeux ont eu lieu pendant plus de 1000 ans, jusqu'au 4e siècle. C'est alors que l'empereur romain Théodose a mis un terme aux Jeux, les qualifiant de festival païen. Les Jeux n'ont pas eu lieu pendant plusieurs siècles. Plus imposant que les pas d'une puissante armée est une idée dont le temps est arrivé. L'important n'est pas de gagner, mais de participer, car l'essentiel dans la vie n'est pas tant de conquérir que de bien lutter. Pendant 1500 ans, l'idéal sportif de l'ancienne Grèce était en veilleuse. Mais vers la fin du 18e siècle, les attitudes à l'endroit de la santé, la forme physique et le corps humain se sont mis graduellement à changer en Europe. Des grands philosophes comme Johann Gutsmuth expliquaient les avantages de la forme physique pour le bien-être de l'homme. Dans son livre « La gymnastique pour les jeunes » publié en 1793, il déclarait que l'exercice et un corps en santé étaient à la base d'une bonne vie. Les idées de Gutsmuth ont été raffinées par des générations ultérieures. Au Danemark et en Suède, les idées de Père Henrik Ling sur la forme physique sont devenues partie intégrante de l'enseignement et des réunions avaient lieu en son honneur. La renaissance de l'idéal grec a frayé un chemin pour la reprise des Jeux. En 1850, le village anglais de Much Wenlock fut le théâtre d'un festival olympique qui a encore lieu à ce jour. Cette reprise de l'intérêt dans les valeurs du sport a influencé un jeune Français de 24 ans qui étudiait en éducation. Son nom, Pierre de Coubertin. Ce dernier croyait qu'il y avait un malaise auprès des jeunes Français et il était à la recherche d'une solution. Il s'est rendu en Angleterre où il fut témoin des Regatta Denley, une compétition ardue entre jeunes bourgeois. Il fut également impressionné par les organisateurs qui veillaient à l'intégrité de la compétition. Les participants, uniquement des amateurs, devaient se conformer aux règlements bien établis. Pierre de Coubertin fut aussi inspiré par la virilité des Jeux et il visita Rugby, une école pour jeunes hommes en forme. Il venait alors de trouver sa solution, recréer les Jeux olympiques. En 1894, à Paris, il procéda au lancement du Comité international olympique, qui avait comme objectif de rétablir les Jeux. Le rendez-vous pour cette reprise des Jeux serait la Grèce. Un riche homme d'affaires, Evangelis Zapas, avait mis sur pied un mouvement olympique pan-hellénique en 1859, afin de rétablir l'identité grecque après plusieurs années de domination turque. Il avait obtenu de l'argent pour un nouveau stade à Athènes, et ce stade, construit selon les mêmes dimensions que celui d'Olympie, deviendrait le théâtre des premiers champions olympiques de l'ère moderne. Le rêve de Pierre de Coubertin allait se réaliser. En 1896, de Coubertin invitait tous les jeunes du monde entier à se réunir à Athènes. Les premiers Jeux furent un immense succès, mais les deux suivants, à Paris et à Saint-Louis, ont été moins réussis. C'est à Londres, en 1908, que le mouvement olympique a connu son impulsion. 22 nations ont assisté aux Jeux. Il y avait plus de 2000 concurrents et d'énormes foules sont venues voir les nouveaux héros olympiques comme Dorando Pietri de l'Italie. Quatre ans plus tard, à Stockholm, les Jeux étaient encore plus grands et mieux organisés. On était bien près du rêve de Pierre de Coubertin de 20 ans plus tôt.
Le héros de 1912 fut sans aucun doute l'Américain Jim Thorpe. Ses victoires au pentathlon et au décathlon ont fait dire au roi Gustave qu'il était le meilleur athlète au monde. Mais involontairement, Thorpe avait enfreint le code de l'athlète amateur. Quelques années avant, Thorpe avait reçu de l'argent en jouant au baseball professionnel, une infraction sérieuse au code. Il a dû remettre ses médailles et il retourna à la maison pour poursuivre sa carrière. Ce n'est que 70 ans plus tard qu'il fut rétabli comme champion. Thorpe est décédé en 1953, mais ses exploits n'ont pas été oubliés. La ville de Mock Chunk, en Pennsylvanie, où il fut enterré, a changé son nom en son honneur. Maintenant, le meilleur athlète au monde repose dans la ville de Jim Thorpe. Amenez mon arc d'or brûlant. Amenez mes flèches de désir. Amenez ma lance. Amenez mon chariot de feu. Le mouvement olympique a continué de prospérer après les horreurs de la Première Guerre mondiale. L'idéal olympique semblait encore plus louable à la suite de ces années difficiles. Parmi ceux qui ont fait leur marque à cette époque, on note Hans Kolomainen de la Finlande et l'Hawaïen Tuk Kahanamoku en natation. Les années 20 ont vu de nouvelles vedettes apparaître. Johnny Weissmuller a remporté 5 médailles d'or en natation avant de devenir encore plus populaire dans le rôle de Tarzan. Et une nouvelle vedette a fait son apparition en Finlande, Paavo Nurmi. Nurmi a remporté un impressionnant total de 9 médailles d'or. 2 de ces médailles furent gagnées à Paris en 1924. Après une victoire aux 1500 mètres, il était de retour pour le 5000 mètres, moins d'1 heure plus tard. Il a pu maintenir son avance devant son compatriote et rival, Vilo Ritola, pour mériter une 2e médaille d'or. Les performances des Finlandais en 1924 furent égalées par les Britanniques. Un jeune homme de l'Université Cambridge, Harold Abrahams, avait son entraîneur professionnel, Sam Moussabini. Ce dernier avait dit à Abrahams de penser uniquement à 2 choses, le fusil et le ruban. Quand tu entendras le premier, cours de toutes tes forces jusqu'à l'autre. Grâce à ce conseil, il remporta la victoire aux 100 mètres. Son compatriote, l'Écossais Eric Liddell, avait refusé de courir le 100 mètres parce que cette course avait lieu un dimanche. Toutefois, il a remporté l'or aux 400 mètres. Cette histoire est devenue une légende et le scénario du film Chariots of Fire. Les Olympiques des années 20 ont également donné lieu à des changements importants pour les femmes. Avant la guerre, le choix des femmes en ce qui concerne les épreuves était limité. Ils voulaient maintenant rejoindre les hommes au premier plan. Mais une épreuve en 1928 a retardé le mouvement d'égalité des femmes. Le 800 mètres a vu plusieurs femmes terminer la course souffrant d'épuisement. Après cette expérience, les femmes ont été exclues de toute compétition dite vigoureuse jusqu'en 1960. Malgré cet échec, les athlètes féminins ont retenu l'attention lors de ces Jeux. La japonaise Kinu Hitomi a terminé 2e lors du 800 mètres, tout en détenant le record du monde aux 200 mètres et au saut en longueur. En 1932, à Los Angeles, l'Américaine Mildred Babe Didrikson est devenue la première personne à remporter des médailles dans les épreuves de course, de saut et de lancer. Une autre barrière fut brisée lors des années 30, lorsque les Américains de race noire ont fait leur apparition aux Jeux. En 1932, Eddie Tolan est devenu le premier noir à remporter une médaille d'or au sprint. 4 ans plus tard, alors que les nazis souhaitaient une domination de la race aryenne, les athlètes noirs ont ridiculisé leurs théories racistes. John Woodruff remporta le 800 mètres, Archie Williams le 400 mètres
Mais l'athlète par excellence des Jeux fut Jesse Owens, le petit-fils d'un esclave de l'Alabama. Un an avant les Jeux, Owens avait brisé 5 records du monde en un après-midi. À Berlin, il remporta le 100 mètres en 10,3 secondes. Le 200 mètres en 20,7, un record olympique. Et il mena son équipe à la victoire au relais. Il remporta ensuite le saut en longueur devant l'Allemand Luz Long, qui fut le premier à le féliciter. C'était le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Le mouvement olympique était en expansion et on y retrouvait maintenant des sports d'hiver. Sonja Henie est née en 1912, la fille d'un des hommes les plus riches de la Norvège. Elle démontra un talent exceptionnel pour le patinage dès son enfance. Sous la gouverne de son père, elle participa aux Olympiques alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans. Elle termina au 8e rang, mais aux Jeux de Saint-Moritz en 1928, elle remporta l'or sans conteste. Elle est demeurée championne du monde pendant 8 ans et 2 autres Jeux olympiques. Après sa 3e médaille d'or en 1936, Sonja Henie est devenue professionnelle et amorça une nouvelle carrière à Hollywood. Elle était si populaire qu'elle avait besoin d'une escorte policière pour ses déplacements. Sonja Henie est devenue la première à faire de son sport un spectacle effectuant des tournées à travers le monde. En 1936, les Olympiques d'été et d'hiver ont eu lieu en Allemagne, un moment historique pour le sport allemand. Crystal Krantz détient toujours le record avec 12 championnats du monde en ski. Mais en 1936, il y avait seulement une épreuve en ski lors des Olympiques, le combiné. Krantz accusait un retard de 19 secondes après la descente, mais ce n'était rien de bien inquiétant à cette époque. Au terme des 2 slaloms, Krantz détenait une avance de 11 secondes en route vers la médaille d'or. Les Jeux de 1936 ont été les derniers pour une période de 12 ans. La Deuxième Guerre mondiale a changé la vie de plusieurs millions de personnes. Et être un champion olympique n'avait plus la même signification. Crystal Krantz avait perdu ses médailles lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais une dame à Strasbourg les a retrouvées et c'était bel et bien la médaille de Crystal Krantz. À chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins. Nous plaçons simplement les bonnes personnes dans les bons sports. C'était plus que la poursuite de la perfection. C'était la production en série sur une échelle gargantuesque. I proclaim open the Olympic Games of London. Devenir champion olympique est le but ultime de tout athlète. C'est une femme qui a dominé les premiers Jeux d'été d'après-guerre en 1948 à Londres. Fanny Blankers-Koen allait passer à l'histoire comme la plus grande athlète des Olympiques en piste et pelouse. Elle avait participé aux Olympiques de 1936 et maintenant âgée de 30 ans et mère de 2 enfants, elle voulait démontrer ce dont elle était capable.
Blankers Cohen remporta 4 médailles d'or, la seule femme à réussir l'exploit, et à Amsterdam, c'était la fête. Le sport était un reflet des changements d'après-guerre. En 1952, Emil Zatopek fut la sensation à Helsinki en Finlande. Après des victoires aux 5 000 et 10 000 mètres, il courut le marathon pour la première fois de sa carrière. Encouragé par la foule qui scandait son nom, il compléta le triplé en remportant le marathon. Non loin derrière lui, la nouvelle vague d'athlètes qui allait dominer au cours des années suivantes. Les athlètes des pays socialistes. Les pays du bloc de l'Est voyaient le sport comme moyen d'augmenter leur prestige sur la scène internationale. Ils ont mis sur pied des écoles pour développer le talent et en peu de temps, ils ont fait leur marque dans plusieurs sports grâce à des athlètes remarquables. Vera Kozłowska de la Tchécoslovaquie a rendu la gymnastique populaire, remportant à 2 reprises le titre de championne olympique au cours des années 60. Ensuite, on a eu droit à la nouvelle génération qui a enchanté le monde du sport avec leur charme. Olga Korbut de l'Union soviétique a séduit les spectateurs à Munich en 1972. Et 4 ans plus tard, à Montréal, ce fut au tour d'une jeune Roumaine de 14 ans d'atteindre la perfection. Nadia Comaneci est devenue la première gymnaste à obtenir une note parfaite de 10. L'Europe de l'Est a également produit plusieurs champions en natation, sans toutefois dominer outrageusement. L'Australienne Dawn Fraser a remporté la médaille d'or aux 100 mètres style libre lors de 3 Olympiques de suite. Et l'Américain Mark Spitz détient toujours le record pour le plus grand nombre de médailles d'or avec 7 en 1972. Mais au cours des années 70, les pays de l'Est ont démontré leur puissance. L'Allemande de l'Est, Cornelia Ender, a remporté 4 médailles d'or à Montréal. En plus d'avoir du talent, les Allemands de l'Est étaient intimidants pour l'adversaire. La dernière grande championne de l'Est en natation fut Christine Otto qui mérita 6 médailles d'or aux Jeux de Séoul. Mais c'est à l'intérieur du stade, en athlétisme, que les pays socialistes ont connu le plus de succès. De tous les individus doués qui ont fait leur apparition des pays de l'Est, la plus talentueuse du groupe fut peut-être la Polonaise Irina Szuwinska. Elle remporta l'argent au saut en longueur et aux 200 mètres en 1964 et l'or aux 200 mètres à Mexico. Szuwinska remporta ensuite le 400 mètres en 1976 à l'âge de 30 ans, établissant du même coup un record du monde. Inspirée par la grande Szuwinska, Marita Koch a établi des standards d'excellence aux 200 et 400 mètres. En plus de l'emporter avec une avance très confortable, elle établissait 2 records du monde. Elle
fut probablement la meilleure athlète de piste et pelouse de l'Allemagne de l'Est. Le point culminant de sa carrière est survenu lors du 400 mètres à Moscou. Les Allemands de l'Est ont également connu du succès lors des Olympiques d'hiver. L'élégance sur patin, le courage sur la piste de bobsleigh et la rapidité en patinage de vitesse. Mais les Allemands n'ont pas tout gagné. À Saint-Moritz en 1948, les champions profitent